Indigne! Vous êtes la honte de cet établissement. La voix d'Éléonore de Valois, PDG du palace parisien Le Majestic, claque comme un coup de fouet dans le silence feutré du lobby. Ces mots, froids et tranchants comme des éclats de verre, visent un seul homme. Léo, 40 ans, le visage creusé par la fatigue, se fige, son chiffon suspendu en l'air. Son crime, une minuscule trace, à peine visible, sur l'un des immenses miroirs dorés qui reflètent le luxe insolent des lieux, devant une file de clients fortunés qui détournent le regard, partagé entre la gêne et une curiosité malsaine. La femme en tailleur impeccable lui arrache son badge d'employé. La scène est d'une violence inouïe, une exécution publique pour une faute inexistante. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur, cliquez sur le bouton j'aime, et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Léo n'est pas un homme ordinaire. C'est un veuf qui se bat seul pour élever son fils de 8 ans, Mathis, dont le petit cœur fragile attend une opération chirurgicale que leur modeste assurance ne couvre qu'en partie. Chaque heure de travail, chaque euro gagné dans ce palace où il nettoie les traceaux des riches est une goutte d'espoir pour la vie de son enfant. Il regarde Éléonore, cette femme dont les chaussures coûtent plus cher que son loyer annuel, et tente de plaider sa cause. Sa voix, habituellement douce, tremble sous le poids de l'injustice. « Madame, s'il vous plaît, je ne comprends pas, mais Éléonore n'écoute pas. Elle a déjà décidé de son sort. Pour elle, Léo n'est qu'un insecte à écraser, un détail insignifiant dans le décor parfait de son empire. Elle le coupe d'un geste sec de la main. Non seulement vous êtes viré, mais je porte plainte pour vol. » Un murmure parcourt l'assemblée. Le vol ? Léo n'a jamais rien pris de sa vie, c'est un mensonge, il le sait. Une tactique cruelle pour ne pas avoir à lui verser la moindre indemnité, pour le jeter à la rue sans un centime. Elle désigne un homme d'affaires au costume gris qui regarde ses pieds, mal à l'aise. Vous vouliez sûrement dérober quelque chose à ce client. Léo sent le sang quitter son visage. Il pense à Mathis, à la peur dans ses yeux quand il tousse la nuit, à la promesse qu'il lui a faite de toujours le protéger. Cette promesse, Éléonore de Valois est en train de la pulvériser sur le marbre froid de son hôtel. « Madame, mon fils est malade, j'ai besoin de ce travail, supplie-t-il, sa dignité s'effritant à chaque mot. La réponse d'Éléonore est le sommet de la cruauté. Elle ouvre son sac Hermès, en sort une liasse épaisse de billets de 50 € et la jette au sol. Les billets orange s'éparpillent comme des feuilles mortes aux pieds de Léo. Voilà votre charité. Ramassez et disparaissez de ma vue. Le silence est total, seulement brisé par le déclic discret des smartphones qui immortalisent la scène. Des clients filment son humiliation, prêts à la partager sur les réseaux sociaux. Le visage brûlant de honte, les larmes menaçant de couler, Léo s'agenouille. Chaque billet qu'il ramasse est une blessure. Chaque regard posé sur lui est un poignard. Il sent son âme se briser en 1000 morceaux sur ce sol trop brillant. 2 agents de sécurité le saisissent par les bras et le traînent sans ménagement vers la sortie, comme un déchet dont on se débarrasse. Poussé sur le trottoir parisien, sous une pluie fine qui se mêle à ses larmes, Léo reste un instant immobile, le souffle coupé. Il a perdu son travail, sa dignité, et peut-être l'espoir de sauver son fils. Il serre les poings, les billets froissés dans sa main. Alors qu'il se prépare à partir, il sent quelque chose de dur et froid dans la poche de sa veste d'uniforme, celle qu'on ne lui a même pas laissé le temps de rendre. Machinalement, il y glisse la main et en sort une petite clé USB noire, sans aucune inscription. Il fronce les sourcils. Elle ne lui appartient pas.
Il l'a sûrement ramassée en nettoyant une suite, un oubli d'un client, ou peut-être d'un employé. Il la regarde, un simple morceau de plastique et de métal, un objet sans valeur. Éléonore de Valois, de l'autre côté de la porte vitrée, le regarde s'éloigner, un sourire de triomphe sur ses lèvres parfaitement maquillées. Elle a gagné. Elle a écrasé la vermine, elle a réaffirmé son pouvoir absolu. Mais c'est ce qu'elle ignorait, c'est que, dans la poche de cet homme brisé, elle venait de laisser tomber la clé de sa propre destruction. Elle pensait avoir éteint une petite flamme, mais elle venait en réalité d'allumer un incendie qui allait dévorer son empire. Le chemin du retour fut un long tunnel de honte. Léo marchait dans les rues de Paris, les épaules voûtées, chaque pas plus lourd que le précédent. La pluie fine se mêlait à ses larmes silencieuses, et les billets de 50 €, froissés dans sa main, lui brûlaient la paume comme des charbons ardents. Il ne s'agissait pas d'argent, mais du prix de son humiliation. Arrivé devant la porte de son petit appartement du 20e arrondissement, il prit une profonde inspiration, essuya son visage et força un sourire avant de tourner la clé. Mathis était assis sur le canapé, dessinant. En voyant son père, il courut vers lui. Papa, tu es rentré tôt. Léo le serra fort contre lui, cachant son visage dans les cheveux de son fils, pour que celui-ci ne voie pas la défaite dans ses yeux. Ce soir-là, il mentit pour la première fois à son enfant, lui disant qu'il avait obtenu une promotion et qu'il aurait quelques jours de congé. Le lendemain matin, l'humiliation privée devint un spectacle public. Le téléphone de Léo n'arrêtait pas de vibrer, des messages de sa sœur, de quelques anciens collègues. Léo, ça va? J'ai vu une vidéo. Il ouvrit Instagram avec des mains tremblantes. La première story qui apparut était celle d'un influenceur mode présent au Majestic. La vidéo était là. Lui, à genoux, ramassant les billets sous le regard méprisant d'Éléonore. Le son était clair, on entendait sa supplique, on entendait le rire étouffé de quelqu'un en arrière-plan. En dessous, un hashtag avait déjà pris de l'ampleur. Le clodo du Majestic. Des milliers de vues, des centaines de commentaires moqueurs. Il se sentit nu, exposé au monde entier. Il éteignit son téléphone, le cœur battant à tout rompre. Il ne pouvait plus sortir de chez lui sans avoir l'impression que chaque passant le reconnaissait, le jugeait. La cruauté d'Éléonore ne s'arrêta pas là. Elle était méthodique, chirurgicale. Léo passa les jours suivants à chercher un autre travail. Il appela des hôtels, des entreprises de nettoyage, des restaurants. La réponse était toujours la même. Un silence gêné au téléphone, puis une excuse polie. Nous avons déjà pourvu le poste. Un vieil ami, gérant d'un petit hôtel à Montmartre, fut plus honnête. Léo, je suis désolé. Ton nom est sur une liste noire. Elle a appelé tout le monde. Personne ne t'embauchera à Paris. La nouvelle le frappa comme un coup de poing. Elle ne l'avait pas seulement renvoyé, elle l'avait effacé. Le soir, une notification de sa banque s'afficha sur son écran. Solde de votre compte, 23 €. Le frigo était presque vide. La peur, froide et paralysante, s'installa dans son ventre. Pendant que Léo comptait ses dernières pièces, Éléonore de Valois dînait chez l'Ambroisie, sur la place des Vosges. Entourée d'amis aussi riches et déconnectés qu'elle, elle sortit son téléphone, un grand sourire aux lèvres. Regardez ça, c'est hilarant. Elle leur montra la vidéo de Léo. Il fallait voir sa tête quand j'ai jeté les billets. On aurait dit un chien affamé. Un de ses amis, un banquier au visage lisse, ricana. Tu n'y es pas allé de main morte, Éléonore. Elle haussa une épaule couverte de soie. Ces gens ne comprennent que le mépris. Il a eu ce qu'il méritait. D'ailleurs, cela fait une excellente publicité pour la sécurité du Majestic. Elle leva sa coupe de champagne, ses diamants scintillant à la lumière des chandeliers. À notre succès et au monde qui nous appartient. Elle ne pensait plus à Léo. Pour elle, il n'existait déjà plus. Cette nuit-là, Mathis fut secoué par une quinte de toux si violente
que Léo crut que son petit cœur allait lâcher. Paniqué, il appela le médecin qui lui rappela l'urgence de la situation. L'opération ne pouvait plus attendre. Acculé, désespéré, Léo se sentit sombrer. Il n'avait plus rien, plus de travail, plus d'argent, plus d'espoir. C'est alors que son regard se posa sur sa veste d'uniforme jetée sur une chaise. Et il se souvint, la clé USB. Sans trop y croire, il la récupéra. C'était un geste absurde, un dernier recours ridicule. Qu'est-ce qu'un simple morceau de plastique pouvait changer à sa situation? Pourtant, il alluma son vieil ordinateur portable, dont l'écran mettait plusieurs minutes à s'éclairer. Il inséra la clé dans le port USB. Une fenêtre apparut demandant un mot de passe, un mur digital. La déception fut amère. Il tapa Majestic 123, Valois, admin, password, mot de passe incorrect. Il soupira, prêt à abandonner. Mais en regardant de plus près la fenêtre, il remarqua quelque chose. Même si le contenu était verrouillé, le système d'exploitation affichait le nom d'un des fichiers présents sur la clé. Un seul nom de fichier visible à travers le brouillard numérique. Ce n'était pas un nom de client ni un rapport financier. C'était un seul mot, écrit en majuscule, un mot qui semblait à la fois étrange et terriblement délibéré. Le mot était « assurance ». Léo fixa l'écran, son cœur s'arrêtant une seconde. Assurance. Comme une assurance vie, ou une assurance contre quelque chose, ou quelqu'un. Ce n'était pas un fichier oublié par un client, c'était autre chose. Quelque chose de caché, de protégé. Il ne savait pas ce que cette clé contenait, ni comment l'ouvrir. Mais ce simple mot, qui brillait sur l'écran noir de son ordinateur fatigué, venait de transformer son désespoir en une dangereuse lueur d'espoir. Cette découverte n'était pas un hasard. C'était le début de quelque chose. Peut-être le début de sa vengeance. Le mot « assurance » brillait sur l'écran de l'ordinateur comme un phare dans la nuit de son désespoir. Léo sentit une décharge d'adrénaline parcourir son corps fatigué. Ce n'était pas un hasard. C'était une piste, une arme potentielle laissée derrière par quelqu'un. Mais comment l'utiliser? Le mot de passe était une forteresse numérique impénétrable. Il passa des heures à essayer des combinaisons évidentes, des dates, des noms liés au Majestic, sans succès. Le sommeil finit par le vaincre, la tête posée sur son bureau, à côté du visage souriant de Mathis sur une photo. Le lendemain, alors que le désespoir menaçait de revenir, il se souvint de Chloé, sa jeune voisine du 3e étage, une étudiante en cybersécurité toujours plongée dans des lignes de code complexes sur son ordinateur portable. C'était une chance infime, mais c'était sa seule chance. Avec la clé USB dans sa poche, il frappa à sa porte. Chloé, les yeux cernés mais brillants d'intelligence, l'écouta attentivement, son regard passant de la compassion à la colère en entendant son histoire. Elle prit la clé USB comme un médecin prendrait le pouls d'un patient. « Laissez-moi faire, Léo, je ne promets rien, ces protections sont parfois très solides, mais je vais essayer. » Pendant que Chloé lançait ses algorithmes et ses logiciels de décryptage, Léo devait survivre. Il avala sa fierté et accepta un travail non déclaré, payé en espèces à la fin de chaque nuit. Nettoyer les sols d'un entrepôt frigorifique à Rungis. Le froid glacial lui rongeait les os. L'odeur de viande et de poisson lui donnait la nausée, mais chaque billet de 20 € qu'il glissait dans sa poche était une petite victoire contre la faim qui menaçait sa famille. Les jours se transformèrent en une routine épuisante. Nuit de labeur dans le froid, journée passée à veiller sur Mathis, cachant son épuisement derrière des sourires forcés et des histoires inventées sur son nouveau projet passionnant. Il voyait la santé de son fils se fragiliser, sa toux devenir plus rauque. Le temps était son ennemi. Chaque soir, il recevait un SMS de Chloé. Rien encore. J'essaie une autre méthode. L'espoir s'amenuisait. Un soir, alors qu'il rentrait de Rungis, transi de froid et d'épuisement, il se souvint de quelque chose. Une conversation des années plus tôt avec le fondateur de l'hôtel,
Henri de Valois, le père d'Éléonore. C'était un homme bon, juste, qui aimait discuter avec les employés. Il avait été écarté de la direction quand sa fille avait pris le pouvoir. Le vieil homme lui parlait souvent, avec une nostalgie touchante, de son premier chien, un golden retriever nommé Sultan, qu'il considérait comme son meilleur ami d'enfance. Une intuition folle, une étincelle dans l'obscurité. Il sortit son téléphone, ses doigts gourds de froid, et appela Chloé malgré l'heure tardive. « Ouais, Chloé, essaie quelque chose pour moi. Le mot de passe. Essaie Sultan 1168. C'est l'année de naissance de son père. » Il y eut un long silence, à l'autre bout du fil, un silence si long que Léo crut que la communication était coupée. Puis, il entendit un son, un petit clic, suivi d'un cri étouffé. La voix de Chloé était à peine un murmure, vibrant d'excitation et de choc. « Léo, ça a marché, ça a marché. Tu ne vas pas croire ce qu'il y a là-dedans. Viens tout de suite. » Léo sentit son cœur cogner contre ses côtes. Il courut, montant les escaliers 4 à 4, oubliant sa fatigue, son froid, sa faim. Ce qu'il découvrit sur l'écran de Chloé dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. La clé USB ne contenait pas des documents financiers ou des secrets d'entreprise. Elle contenait des enregistrements audio, des dizaines de fichiers, datés sur plusieurs années. La voix était celle d'Henri de Valois, le père d'Éléonore. C'était son journal intime, son testament oral, son assurance contre la cruauté de sa propre fille. D'une voix brisée par la tristesse et la maladie, le vieil homme racontait tout. Comment Éléonore avait profité de la maladie de sa mère pour lui faire signer des documents qui lui donnaient le contrôle total de l'empire hôtelier. Comment elle avait ensuite placé son propre père, Léa, sous tutelle, le déclarant sénile pour l'écarter définitivement. Il décrivait des systèmes de double comptabilité pour frauder le fisc, des pots de vin versés à des inspecteurs et surtout une liste de noms. Des employés, comme Léo, licenciés abusivement, humiliés, pour des raisons futiles, simplement parce qu'il lui avait déplu ou qu'il connaissait un peu trop bien les secrets de la famille. Léo écouta, pétrifié, le casque sur les oreilles. Il entendit son propre nom. Le vieil homme parlait de lui avec affection, le décrivant comme l'un des derniers employés honnêtes. L'enregistrement, le plus récent, datait de quelques mois à peine. La voix d'Henri était faible, presque inaudible. « Elle va le détruire, je le sais. Elle ne supporte pas la bonté. Si quelqu'un trouve ceci, utilisez-le. Rendez justice à tous ceux qu'elle a brisés. » Léo retira le casque, les mains tremblantes. Ce n'était plus seulement son histoire. C'était l'histoire de dizaines de victimes silencieuses. Chloé avait déjà fait une copie de sécurité de tous les fichiers sur un disque dur externe. Léo, c'est de la dynamite. C'est assez pour l'envoyer en prison pour des années. Mais Léo savait que ce ne serait pas si simple. Éléonore était puissante, protégée. Une simple fuite dans la presse ne suffirait pas. Il fallait une détonation, une explosion publique qui ne lui laisserait aucune chance de s'en sortir. Il avait maintenant l'arme. Il ne lui manquait plus que le bon moment et le bon endroit pour tirer. Le moment de la vérité approchait, et il serait bien plus spectaculaire qu'un simple procès. Armé des enregistrements d'Henri de Valois, Léo n'était plus seulement un père désespéré. Il était devenu le gardien d'une vérité explosive. Chaque mot du vieil homme était une pièce du puzzle, révélant la véritable nature d'Éléonore. Non pas une femme d'affaires impitoyable, mais une prédatrice qui avait bâti son trône sur les ruines de sa propre famille. Avec Chloé, ils passèrent des nuits à analyser les fichiers, à les sauvegarder sur plusieurs serveurs sécurisés dans le cloud, créant une forteresse numérique indestructible autour de leurs secrets. Léo savait qu'il ne pouvait pas simplement donner ses enregistrements à la police. Éléonore avait les moyens de tout étouffer, d'acheter les silences. Il lui fallait une scène, un public, un moment où elle serait si haut qu'elle ne verrait pas le sol se dérober sous ses pieds. Avant de lancer son offensive,
Il devait se battre pour sa survie immédiate. Il contacta, via des messages cryptés sur WhatsApp, deux autres anciens employés mentionnés dans les enregistrements d'Henri, une gouvernante âgée renvoyée après 20 ans de service pour avoir cassé un vase, et un jeune voiturier accusé à tort d'avoir rayé une voiture de luxe. Leurs histoires étaient douloureusement similaires à la sienne. La peur les avait rendus silencieux, mais la colère couvait. Léo leur proposa un plan simple et pacifique. Un piquet de grève devant le Majestic. Pas de violence, pas de cris, juste leur présence silencieuse avec des pancartes en carton. Éléonore de Valois, rendez-nous notre dignité. C'était un acte de défi, un moyen de montrer qu'ils n'étaient plus des victimes isolées. Le jour J, ils se postèrent devant l'entrée majestueuse de l'hôtel. Les touristes les regardaient avec curiosité, certains même avec sympathie. Mais la réaction d'Éléonore fut d'une violence inouïe, dépassant toutes leurs craintes. Alertée par sa sécurité, elle sortit de l'hôtel, non pas avec colère, mais avec une performance digne d'une actrice. Son visage était déformé par une fausse peur, ses yeux remplis de larmes de crocodile. Elle avait prévenu les chaînes d'information en continu. Les caméras de BFM TV étaient déjà là, tournant en direct. Elle se jeta presque dans les bras de ses gardes du corps, pointant, un doigt tremblant vers Léo. Cet homme me harcèle depuis des semaines. Il me menace, j'ai peur pour ma sécurité, pour celle de mes clients. C'était un coup de théâtre magistral et pervers. En quelques secondes, ils passèrent du statut de victime à celui d'agresseur. La police, appelée en renfort, arriva toute sirène hurlante. Les agents, briefés par la sécurité de l'hôtel, ne leur laissèrent aucune chance de s'expliquer. Ils furent plaqués contre le mur, menottés brutalement sous les flashs des photographes et les caméras qui zoomaient sur leurs visages. L'image de Léo, le visage écrasé contre la pierre froide du palace, fit le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. C'était son humiliation suprême, bien pire que les billets jetés à ses pieds. Il était désormais un criminel aux yeux du monde. Assis à l'arrière de la voiture de police, regardant la façade du Majestic s'éloigner, il aurait dû se sentir brisé, anéanti. Mais étrangement, il était calme, un calme glacial, car il savait que c'était exactement ce dont il avait besoin. Elle venait de commettre son erreur fatale. Pendant sa garde à vue de quelques heures, son téléphone fut confisqué, mais il avait anticipé ce mouvement. La veille, il avait donné un second téléphone prépayé à Chloé. Alors qu'il était interrogé, elle, de son côté, mettait la dernière main à leur plan. Elle avait réussi à pirater le système de réservation interne du Majestic, une information qu'elle avait trouvée dans les notes d'Henri de Valois. Elle y découvrit quelque chose d'incroyable. Éléonore, pour blanchir l'argent qu'elle détournait, utilisait un système de fausses réservations de suite, payées par des sociétés écrans basées à l'étranger. Chloé fit des captures d'écran de tout, des numéros de réservation, des noms des sociétés, des montants exorbitants. C'était la preuve matérielle qui manquait, le lien direct entre les accusations du père et les crimes de la fille. Quand Léo fut libéré, sans charge mais avec une réputation détruite, il rejoignit Chloé. Elle lui montra les captures d'écran. C'était la dernière pièce du puzzle. Ils avaient les enregistrements, les preuves de la fraude, et maintenant, ils avaient le mobile. Mais ce n'est pas tout. Chloé avait aussi piraté l'agenda personnel d'Éléonore, et elle y avait trouvé l'événement parfait pour leur vengeance. Dans une semaine, Éléonore organisait le plus grand événement de l'année au Majestic, le gala pour l'enfance sacrée, une soirée caritative télévisée pour lever des fonds pour les enfants malades. L'ironie était si cruelle qu'elle en devenait sublime. Elle allait se présenter au monde comme la sainte patronne des enfants en souffrance, alors qu'elle laissait le fils de Léo sans les soins dont il avait désespérément besoin. Ce soir-là, savourant sa victoire,
Éléonore posta une story sur Instagram. On la voyait trinquer au champagne avec ses amis. La légende disait « La justice finit toujours par triompher », débarrassée de la racaille. Elle ne savait pas que Léo, depuis son petit appartement, regardait cette même story. Il ne ressentait plus de haine, seulement une pitié glaciale. Il prit une photo de Mathis endormi, son petit torse se soulevant difficilement. Il envoya la photo à Chloé, avec un seul mot « Prête ?» La réponse fut immédiate, plus que jamais. Il regarda par la fenêtre les lumières de Paris. Il avait été humilié, arrêté, traîné dans la boue, on lui avait tout pris, mais il avait quelque chose qu'Éléonore n'aurait jamais, la vérité. Et dans une semaine, lors de son gala de charité, devant des millions de téléspectateurs, il allait la lui offrir en cadeau. Le masque allait enfin tomber, et la chute serait vertigineuse. La semaine qui précéda le gala fut la plus longue de la vie de Léo. C'était une période étrange, un calme plat avant la tempête la plus violente. À l'extérieur, il jouait le rôle qu'Éléonore lui avait assigné, celui d'un homme brisé. Il ne sortait que pour emmener Mathis à ses rendez-vous médicaux, le visage caché sous une casquette, les épaules voûtées. Il ignorait les regards insistants des voisins et les chuchotements dans son dos. Il laissait son téléphone sonner dans le vide. Pour le monde, et surtout pour Éléonore, il était une victime vaincue, un insecte écrasé qui avait cessé de se débattre. Mais à l'intérieur, dans le secret de son petit appartement, une véritable salle de guerre numérique était en pleine effervescence. Chaque nuit, une fois Mathis endormi, Léo et Chloé peaufinaient leur plan. Ils n'étaient plus seuls. Léo avait utilisé une partie de ses maigres économies pour consulter une avocate spécialisée dans les droits des travailleurs, maître Dubois, une femme réputée pour son intégrité et sa ténacité. Il lui avait tout montré, les enregistrements, les captures d'écran de la fraude, les témoignages des autres employés licenciés. L'avocate avait d'abord été stupéfaite, puis une lueur combative s'était allumée dans ses yeux. Elle avait immédiatement commencé à préparer les plaintes, à contacter discrètement les autorités compétentes, leur demandant d'attendre son signal pour agir. De son côté, Chloé avait contacté un collectif de hackers éthiques, des activistes connus pour dénoncer les injustices des grandes entreprises. Ils étaient fascinés par l'histoire et acceptèrent de l'aider à prendre le contrôle des systèmes audiovisuels du Majestic le soir du gala. Pendant ce temps, Éléonore de Valois nageait dans l'euphorie de sa victoire. Son arrestation médiatisée de Léo lui avait valu une vague de sympathie inattendue. Les médias la présentaient comme une femme d'affaires courageuse, victime d'un harceleur. Son gala de charité était sur le point de devenir l'événement mondain de l'année. Les tables à 25 000 € s'étaient vendues en quelques heures. Des ministres, des stars de cinéma, des capitaines d'industrie avaient confirmé leur présence. Elle se voyait déjà sur scène, baignée par la lumière des projecteurs, recevant les louanges pour sa générosité, consolidant son image de reine intouchable de Paris. Son arrogance était sans limite. Elle se sentait invincible, persuadée d'avoir définitivement éliminé la seule petite pierre dans sa chaussure. C'est cette arrogance qui la poussa à commettre sa dernière et plus grave erreur. La veille du gala, elle convoqua son directeur financier dans son bureau. Elle ne savait pas que le système de sécurité du Majestic, y compris les micros cachés dans les bureaux de la direction, était une vieille installation mise en place par son propre père des années plus tôt. Un système auquel Chloé, grâce aux notes d'Henry, avait désormais accès. Depuis son ordinateur, elle lança l'enregistrement. La voix d'Éléonore était claire, glaciale, dénuée de toute émotion. Le gala va rapporter au moins 3 millions. Nous allons en déclarer un pour la fondation, pour les photos et la presse. Le reste, vous le faites transiter par les comptes habituels au Caïman. Et assurez-vous que la part de l'inspecteur des impôts soit bien versée. Je ne veux aucun problème. C'était l'aveu final, la preuve irréfutable du détournement de fonds caritatifs. Chloé enregistra la conversation,
le souffle coupé. Elle envoya immédiatement le fichier audio à Léo et à Maître Dubois. C'était le dernier clou dans le cercueil d'Éléonore. La journée du gala arriva. Léo passa la matinée avec Mathis, jouant avec lui comme si de rien n'était, savourant chaque rire, chaque câlin. C'était pour lui, pour son avenir, qu'il menait ce combat. L'après-midi, il confia son fils à sa sœur, lui promettant de revenir le chercher le lendemain. Puis, il rejoignit Chloé. Leur petit appartement était transformé en centre de commandement. Plusieurs écrans affichaient les flux des caméras de surveillance du Majestic, les plans de la salle de bal et une fenêtre de discussion sécurisée avec le collectif de hackers. Maître Dubois leur envoya un message. Les plaintes sont prêtes, les autorités attendent, le procureur est prévenu, à vous de jouer. Léo sentit son cœur battre plus fort. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Au Majestic, l'effervescence était à son comble. Les invités arrivaient, défilant sur le tapis rouge sous les flashs des photographes. Éléonore était radieuse, saluant tout le monde, jouant son rôle de grande philanthrope à la perfection. Elle ne se doutait de rien. Elle ne voyait pas le technicien audiovisuel, membre du collectif de hackers, qui insérait discrètement une clé USB dans la console de régie. Elle ne savait pas que les journalistes les plus incisifs de Paris avaient reçu, quelques minutes plus tôt, un email anonyme contenant un dossier crypté intitulé « La vérité sur le Majestic », avec un mot de passe qui leur serait communiqué à 22 heures précises. Elle ne se doutait pas que dans un petit appartement du 20e arrondissement, un homme qu'elle croyait avoir détruit tenait le destin de son empire entre ses mains. Léo regardait Éléonore sur l'un des écrans, souriante et magnifique dans sa robe de créateur. Il ne ressentait plus de colère, seulement une détermination froide. Il repensa à son humiliation, au visage de son fils malade, à la voix brisée du vieil Henri de Valois. Tout cela allait prendre fin ce soir. Chloé posa une main sur son épaule. « C'est l'heure, Léo, elle va monter sur scène. » Il prit une profonde inspiration. Il regarda une dernière fois la photo de Mathis. Il était temps de montrer la vérité au monde entier. Dans quelques minutes, l'empire de mensonges d'Éléonore de Valois allait s'écrouler en direct, et le son de sa chute résonnerait bien au-delà des murs dorés du Majestic. La salle de bal du Majestic scintillait sous le poids des lustres en cristal. L'élite parisienne, parée de ses plus beaux atours, applaudissait poliment, alors qu'Éléonore de Valois, resplendissante dans une robe de soie rouge, s'avançait vers le pupitre sur la scène. Elle était l'incarnation du succès et de la puissance. Elle posa ses mains délicates sur le bois précieux, son visage s'affichant en gros plan sur les deux écrans géants qui encadraient la scène. Un sourire radieux illuminait ses traits. Elle ne savait pas qu'elle souriait à sa propre exécution publique. Dans son petit appartement, Léo prit une profonde inspiration et fit un signe de tête à Chloé. D'un clic de souris, la tempête fut déclenchée. L'intégrité et la compassion sont les piliers de notre société, commença Éléonore, sa voix douce et mielleuse résonnant dans les micros. C'est pourquoi ce soir nous sommes réunis pour les enfants, pour leur avenir, pour leur... Elle s'interrompit. Les écrans géants derrière elle avaient grésillé une seconde avant de devenir noirs. Un murmure parcourut la salle. Éléonore lança un regard furieux vers la régie technique. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, les écrans se rallumèrent. Ce n'était plus son visage qui les occupait. C'était celui, vieilli et triste, d'Henri de Valois, son père. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Puis, une voix résonna dans les haut-parleurs, non pas celle, forte et assurée, d'Éléonore, mais celle, faible et brisée, de son père. « Je m'appelle Henri de Valois, Erika. Et ma fille, Éléonore, m'a tout volé. » Le choc fut total. Éléonore devint livide, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Elle hurla dans le micro. « Coupez ça! Coupez immédiatement ce !» Mais sa voix fut noyée par celle de son père,
qui continuait son récit implacable pendant 5 minutes qui parurent une éternité, la salle entière écouta, pétrifiée, l'histoire de la trahison, l'éviction, la tutelle abusive, les humiliations. Les visages des invités passèrent de l'incompréhension à la stupeur, puis au dégoût. Les smartphones étaient sortis, filmant la scène, retransmettant en direct sur Instagram et Facebook. Le hashtag #MajesticGate commença à flamber sur les réseaux sociaux. Quand la première partie de l'enregistrement se termina, Éléonore, tremblante de rage, tenta de reprendre le contrôle. « C'est un montage, un odieux mensonge. Mon père est malade, il ne sait pas ce qu'il dit. » Mais les écrans se rallumèrent. Cette fois, ce n'était pas une photo, mais une liste de noms qui défilait lentement, sous le titre « Employé licencié abusivement ». Le nom de Léo y figurait, ainsi que ceux de dizaines d'autres. Puis, l'écran afficha les captures d'écran des fausses réservations, des sociétés écrans, des montants faramineux. La fraude était exposée, brute, indiscutable. Un banquier dans la salle, reconnaissant le nom d'une des sociétés, laissa échapper un juron. La panique commençait à gagner les complices d'Éléonore. Elle était au bord de l'hystérie. « C'est faux, tout est faux, c'est une attaque contre moi, contre mon succès. » C'est alors que le coup de grâce fut porté. Un nouvel enregistrement audio démarra. Sa propre voix, claire et glaciale, emplit la salle. Le gala va rapporter au moins 3 millions. Nous allons en déclarer un pour la fondation, le reste, vous le faites transiter par les comptes habituels au Caïman. C'était l'enregistrement de la veille. L'aveu du détournement des fonds destinés aux enfants malades. L'onde de choc fut si puissante que plusieurs personnes se levèrent, leurs visages déformés par la colère, des cris fusèrent, « Voleuse, honte à vous !» Éléonore recula, cherchant une issue, son visage autrefois si parfait, maintenant tordu par la panique. Elle trébucha, se rattrapant de justesse au pupitre. Ses yeux balayaient la foule, cherchant un allié, mais elle ne rencontra que des regards accusateurs et méprisants. Au même moment, les journalistes présents dans la salle reçurent une notification sur leur téléphone. C'était le mot de passe pour ouvrir le dossier qu'ils avaient reçu. En quelques secondes, ils eurent accès à l'intégralité des preuves. Tous les enregistrements, toutes les captures d'écran, les témoignages écrits, les analyses financières. C'était un tsunami d'informations qui allait noyer la réputation d'Éléonore à tout jamais. Alors que le chaos était à son comble, les grandes portes de la salle de bal s'ouvrirent. Ce n'était pas la sécurité de l'hôtel, c'était la police. 2 commissaires, accompagnés de plusieurs officiers, s'avancèrent calmement, mais fermement, à travers la foule qui s'écartait sur leur passage. Ils montèrent sur scène. L'un d'eux se tourna vers Éléonore, qui semblait avoir perdu toute contenance. « Madame Éléonore de Valois, vous êtes en état d'arrestation pour fraude fiscale aggravée, abus de faiblesse, détournement de fonds et harcèlement. » Les menottes cliquèrent autour de ses poignets fins. Le son, amplifié par les micros, résonna dans la salle comme le glas de son empire. Elle ne se débattit pas, elle était vaincue. Alors que les policiers l'emmenaient, son regard croisa celui d'une caméra de télévision. Et dans cet instant, le monde entier vit la chute de la reine. Plus de masque, plus d'arrogance. Juste une femme brisée, emportée par le flot de ses propres mensonges. La salle explosa en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements de joie, mais de soulagement. Des applaudissements pour la vérité qui venait d'éclater. Dans son appartement, Léo regardait la scène sur son écran, les larmes coulant enfin sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de victoire. À côté de lui, Chloé pleurait aussi, un immense sourire aux lèvres, il l'avait fait. Sur les écrans géants de la salle de bal, une dernière image apparut. Une simple photo en noir et blanc, celle de Léo et de son fils Mathis, souriant, enlacés. En dessous, une seule phrase. Pour tous ceux qui n'ont pas de voix. La justice était rendue.
et était rendu en direct devant des millions de personnes. L'empire de Valois s'était effondré en moins de 10 minutes. La vérité avait enfin éclaté, et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. La chute d'Éléonore de Valois fut aussi rapide et brutale que son règne avait été cruel. L'arrestation en direct lors du gala ne fut que le début d'un effondrement spectaculaire. Le scandale, baptisé par la presse Her Majestic Gate, fit la une des journaux du monde entier pendant des semaines. Les preuves accumulées par Léo et Chloé étaient si accablantes qu'aucun avocat, aussi talentueux soit-il, ne pouvait la sauver. Le procès fut rapide. Éléonore fut reconnue coupable de tous les chefs d'accusation et condamnée à une lourde peine de prison ferme. Son empire, construit sur la fraude et la trahison, fut démantelé. Le Majestic fut vendu, et une grande partie des bénéfices fut utilisée pour indemniser les dizaines d'employés qu'elle avait injustement licenciés et humiliés au fil des ans. Dépouillée de sa fortune, abandonnée par tous ses amis puissants, elle perdit tout. Sa dernière image publique fut celle d'une femme vieillie avant l'âge, en larmes, quittant le tribunal pour la prison. Pour Léo, la vie changea du tout au tout. Du jour au lendemain, il passa du statut de paria à celui de héros national. Son histoire, qui était sur toutes les lèvres, un symbole de la victoire du courage sur l'arrogance. La nouvelle direction du groupe hôtelier lui présenta des excuses publiques et lui versa une compensation financière si généreuse qu'elle assura son avenir et celui de son fils pour le reste de leur vie. La première chose qu'il fit, avant même de toucher à l'argent, fut de payer l'intégralité des frais pour l'opération de Matisse. L'intervention fut un succès total. Quelques mois plus tard, le petit garçon courait dans le parc, son rire cristallin résonnant comme la plus belle des musiques, son cœur enfin guéri. Léo, le regardant jouer, sentit pour la première fois depuis des années le poids de l'angoisse quitter ses épaules. Il était enfin libre. Mais Léo ne s'arrêta pas là. Il se souvenait de la solitude, du désespoir, de l'impression d'être seul contre un système impitoyable. Avec une partie de sa compensation et l'aide de Maître Dubois, il créa la Fondation Justice pour tous. Leur mission, offrir une aide juridique gratuite et un soutien psychologique à tous les salariés victimes de harcèlement et de licenciement abusif. Il devint le visage de cette cause, sa voix portant celle de milliers de personnes réduites au silence. Il donna des conférences, participa à des émissions de télévision, non pas pour la gloire, mais pour s'assurer que plus personne n'ait à subir ce qu'il avait enduré. Chloé, devenue une experte en cybersécurité reconnue, le rejoignit au conseil d'administration de la Fondation, mettant ses talents au service de la justice. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Léo n'est plus l'homme de ménage humilié. Il est un philanthrope respecté, un père comblé. Il a quitté son petit appartement pour une maison avec un jardin où Matisse peut jouer en toute sécurité. Il a retrouvé l'amour auprès d'une femme qui admire son courage et sa bonté. L'histoire de sa lutte est devenue un cas d'école, étudié dans les universités de droit et de commerce. Une plateforme de streaming bien connue lui a même proposé d'en faire une série. Il a accepté, à une seule condition, que tous les bénéfices soient reversés à sa fondation. Le hashtag Le Clodo du Majestic t'est remplacé par Agel le héros du Majestic, un symbole d'espoir pour des millions de personnes à travers le monde. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi ? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours. Quelques jours encore plus dramatiques et inspirantes que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne.
Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touche.